C'est une blessure si profonde, si singulière, qu'elle n'a souvent pas de mots. C'est celle que l'on porte depuis l'enfance lorsqu'on a été élevé non pas par une mère normale, mais par un mécanisme d'appropriation, un univers où l'on vous apprend que vous n'êtes pas un être à aimer, mais un territoire à conquérir, un miroir à polir, puis à briser. Je suis Fatem Zahra Alami, résiliente et passeuse de lumière. J'ai appris à discerner dans l'obscurité traversée les chemins qui mènent à soi. Mon travail est de vous aider à déchiffrer ces paysages intimes dévastés par la perversion pour retrouver les traces de l'être authentique, à comprendre que vous n'avez jamais été le problème mais la proie d'une logique de destruction. Justement, je viens aujourd'hui décrypter avec vous l'un des schémas relationnels les plus destructeurs, la dynamique entre une mère perverse narcissique et ses enfants. Ce n'est pas un simple conflit relationnel, c'est un système d'emprise dans la finalité et le contrôle absolu. Et dans ce système, le programme diffère fondamentalement selon que l'enfant est une fille ou un garçon. La fille n'est pas vécue comme le garçon. Elle incarne une cible particulière, une rivale potentielle, une propriété à asservir et un miroir à briser. C'est un processus froid qui passe par deux phases, l'appropriation puis l'anéantissement. Quand on parle de mère toxique, on imagine souvent une femme narcissique qui cherche à travers son enfant un reflet de sa propre gloire. Elle veut qu'il soit parfait pour la faire briller elle-même. Mais la mère perverse narcissique, son projet est différent. Il est plus froid, plus sombre. Son objectif n'est pas la perfection, mais la possession. Aujourd'hui, nous posons les fondations en décryptant l'archétype de la mère perverse narcissique. Quand une mère perverse narcissique a un bébé, elle n'accueille pas une âme, elle identifie une cible. Et le programme qu'elle conçoit est bien plus sinistre qu'il n'y paraît. Il faut distinguer ici la mère narcissique classique de la mère perverse. La mère narcissique classique peut en effet vouloir que son enfant soit son reflet parfait, le miroir flatté de sa propre grandeur. Elle se voit en lui. Elle l'aime comme une extension d'elle-même, une preuve vivante de sa perfection. Mais la mère perverse, elle, ne veut pas d'un reflet, elle veut un repoussoir. Elle ne cherche pas la perfection chez son enfant, mais sa soumission. Une soumission qui, chez la fille, prépare une chute annoncée et chez le garçon, façonne un allié ou un trophée. Dès le départ, l'enfant n'est pas un être en devenir, c'est un territoire à conquérir, une argile à modeler selon un seul dessein. La mère perverse le dresse, le formate, le polit, non pas pour en faire une preuve de sa grandeur, mais pour s'assurer d'une emprise totale. C'est un conditionnement froid, une préparation silencieuse. Cette préparation silencieuse, ce conditionnement, n'a donc pas le même visage selon que l'enfant est une fille ou un garçon, car dans l'esprit de la mère perverse, ils n'incarnent pas la même menace et ne promettent pas le même usage. Commençons par la fille, car c'est ici que le système révèle sa logique la plus implacable. La fille n'est pas considérée comme une enfant, elle est une usurpatrice. Dès le premier regard, la mère perverse ne voit pas une fille à élever, mais une rivale à neutraliser, une héritière qui convoite son trône et qu'il faut discréditer avant même qu'elle ne puisse revendiquer la couronne.
Son soi-disant amour, si l'on peut l'appeler ainsi, est un piège. Il ne dit pas « je t'aime », mais « tu es à moi ». Je te façonne pour que tu sois le miroir de l'image que je veux donner, mais gare à toi si un jour tu brilles de ta propre lumière. Mais attention, ce miroir n'a rien à voir avec celui de la mère narcissique classique. La mère narcissique classique veut un miroir qui brille pour refléter sa propre grandeur, sa perfection, sa réussite. Son discours interne: regarde comme ma fille est belle, intelligente, parfaite, cela prouve que je suis une mère exceptionnelle. La mère perverse, elle, veut un miroir qui lui obéit. Vous devez refléter l'image qu'elle a décidé de donner, celle de la mère parfaite face à une fille ingrate ou mauvaise qu'il faut corriger. Son discours interne: regarde comme ma fille est problématique, cela prouve que je suis une sainte, une victime, une mère qui fait face à l'adversité avec abnégation. Son pseudo-amour ne construit pas, il formate, il n'épanouit pas, il emprisonne. C'est une emprise qui se déguise en affection, un conditionnement qui paralyse toute volonté naissante de la fille. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La mère perverse ne supporte pas l'idée que sa fille puisse un jour l'égaler ou la dépasser en beauté, en intelligence, en réussite, ou incarner une version plus jeune, plus vivante, plus libre de ce qu'elle est ou aurait pu être, ni même exister tout simplement sans lui devoir son existence. L'adolescence de la fille est donc vécue comme une déclaration de guerre dès le départ. Chaque désir d'autonomie, chaque étincelle de personnalité propre est perçue comme une trahison. C'est à ce moment que la préparation silencieuse débouche sur la phase active de la destruction. La logique est simple et terrible. Si je ne peux plus te posséder, je vais te briser. Votre destruction devient la preuve ultime de son pouvoir. Voir cette personne qu'elle avait si soigneusement formatée s'effondrer, c'est la confirmation qu'elle a toujours eu le contrôle. Votre souffrance devient le ciment de son identité, l'objet de sa plus grande jouissance. Avec le garçon, la dynamique est différente. Il n'est généralement pas perçu comme un double ou un rival, mais comme un objet distinct. Il peut être le trophée, sa réussite et une fierté qu'elle s'accapare, un ornement qui rehausse son propre statut, l'allié stratégique, elle peut en faire son chevalier servant, son confident, créer une alliance qui isole les autres membres de la famille, et souvent le père. Et aussi l'objet de sa séduction. Elle peut chercher à établir avec lui un lien privilégié, fusionnel, qui le lie à elle dans une loyauté absolue et l'empêche de construire des relations affectives saines ailleurs. Même s'il peut être dévalorisé ou rejeté quand il désobéit, le garçon reste souvent utilisable dans son système. La relation avec son fils est davantage marquée par l'instrumentalisation que par la logique d'anéantissement pur réservée à la fille, qui, elle, est perçue comme une rivale existentielle directe. Cette distinction est cruciale pour comprendre toute la mécanique du système. Ainsi, dès le début, deux destins se tracent, deux types de cibles se dessinent sous ses doigts. Mais pour maintenir son empire, un outil va devenir essentiel, la distribution des rôles parmi ses enfants. Car la mère perverse ne se contente pas de voir une fille ou un garçon, elle voit des pions. Et pour régner sans partage sur l'échiquier familial, elle va attribuer à chacun un rôle précis. Ces rôles ne sont pas fixes, ils sont interchangeables, transactionnels. Ils changent en fonction des besoins du moment, des alliances à sceller ou des menaces à neutraliser.
Il existe 3 archétypes principaux, 3 costumes qu'elle fait endosser à ses enfants. Le premier rôle, c'est le bouc émissaire, c'est l'enfant dépotoir. Sur lui ou sur elle, la mère déverse son mépris, sa haine, sa frustration. Le bouc émissaire est celui qui a tout faux, dont les réussites sont minimisées et les échecs amplifiés. Sa fonction est d'incarner la faute, afin que la mère puisse, en contraste, se poser en victime ou en sainte martyre. Il est le repoussoir nécessaire à sa propre glorification. Le deuxième rôle, c'est l'enfant trophée. Pour la mère perverse, l'enfant trophée n'est pas un joyau à faire briller, mais une pièce d'échec à sacrifier le moment venu. C'est l'utilité stratégique et non la fierté maternelle qui prime. Votre réussite est la preuve qu'elle vous a bien dressé. C'est son succès à elle, pas le vôtre, et elle s'en sert pour vous opposer aux autres et nourrir ces triangulations. Elle ne tire pas sa fierté de votre bonheur, mais du pouvoir qu'elle exerce sur votre parcours. C'est le contrôle qui la nourrit, pas votre épanouissement. Ajoutant à cela, en vous plaçant dans une position privilégiée mais conditionnelle, elle s'assure de votre loyauté et vous isole des autres membres de la famille, créant ainsi une alliance stratégique contre eux. Mais la chute est inévitable, car le jour où votre réussite vous donne une autonomie ou une reconnaissance qui l'éclipse, vous devenez une menace. Vous passez alors instantanément du statut de trophée à celui de traître. Contrairement à la mère narcissique classique, pour qui l'enfant trophée est l'enfant miroir, son extension narcissique, il doit être parfait, brillant et refléter aux yeux du monde la perfection de la mère. On le met en avant, mais c'est un amour conditionnel à l'extrême. La moindre imperfection, la plus petite velléité d'indépendance, et le trophée peut être déchu, souvent au profit du troisième rôle, celui de l'enfant invisible ou l'allié de cœur. C'est l'enfant fantôme, celui dont on ne parle pas, qu'on ne remarque pas, ou à l'inverse, c'est le confident, le partenaire émotionnel substitué, lié à la mère par un pacte de loyauté absolue. Sa fonction est de combler son vide affectif et de lui servir d'espion ou de soutien inconditionnel au sein de la fratrie. Mais il faut le comprendre, un enfant n'est jamais cantonné à un seul rôle pour la vie. C'est la grande tromperie. Le favori peut devenir le traître, le bouc émissaire peut devenir utile, l'invisible peut devenir une menace. Ces changements de rôle ne sont pas le signe d'une évolution, mais d'une stratégie délibérée. En faisant circuler les faveurs et les disgrâces, la mère perverse entretient un climat de terreur et de compétition permanente. Elle empêche toute alliance stable entre ses enfants, qui serait sinon une force capable de la contrer. Mais son chef-d'œuvre de manipulation ne réside pas seulement dans l'attribution de ces rôles, il réside dans leur orchestration. C'est ce que nous allons découvrir dans notre prochain épisode. Et je vous promets une révélation qui changera votre perspective sur toute votre histoire. Ainsi se dessine le visage de la mère perverse narcissique. Non pas une mère, mais un système, un mécanisme d'emprise où l'enfant n'est jamais aimé, mais seulement utilisé. Nous avons vu comment dès le premier regard, vous n'étiez pas une âme à accueillir, mais une cible à marquer, un territoire à conquérir, une propriété à asservir. Nous avons exploré comment ce programme sinistre se décline différemment selon que l'on est une fille, rivale à anéantir, ou un garçon, instrument à manipuler. Nous avons décrypté les rôles qu'elle vous a signés, bouc émissaire,
trophées stratégiques ou enfants invisibles, des costumes qu'elle vous faisait endosser, non pour vous élever, mais pour mieux vous opposer les uns aux autres, et régner sans partage sur les ruines de votre vie. Comprendre cela, c'est accomplir le premier acte de résistance, celui qui consiste à regarder en face cette vérité glaçante. Vous n'étiez pas le problème, ni vous, ni votre fratrie. Vous n'étiez qu'une pièce dans le puzzle tordu de son pouvoir. La route est longue, mais désormais, vous marchez avec une lumière nouvelle, celle de la conscience, celle qui permet, pas à pas, de se reconstruire sur les cendres de ce qui aurait dû être l'amour. Prenez soin de cette conscience et prenez bien soin de vous.